Eh bien, bienvenue, bonjour et bienvenue à nos clients, nos partenaires, distributeurs, aux enseignants, nos collègues SMC et à tous les utilisateurs d'air comprimé. Je suis Denis, formateur chez Sensei, la division formation de SMC France. Je suis assisté de Eric pour la partie question de chat. Bonjour Eric. Bonjour Denis, bonjour à tout le monde. Durant ce webinaire, je vais vous apporter des informations en complément du module e-Sensei production de l'air comprimé que vous venez de suivre afin de compléter vos connaissances sur ce sujet. Vous allez recevoir juste après ce webinaire par mail une fiche synthèse de cette présentation vous permettant d'avoir un support écrit. Le déroulement de ce module prendra à peu près 1 heure. Il est découpé en plusieurs chapitres qui sont composés de plusieurs parties. Une partie quiz, une partie approfondissement, des notions à retenir, un truc et astuce sur le sujet et une partie de chat pour répondre à vos questions. Pendant cette présentation, vos micros sont coupés, mais bien sûr, vous pouvez intervenir à tout moment via l'onglet questions en dessous de la flèche rouge qui se trouve ici. Voilà, qui va bientôt apparaître. Voilà. Attention à ne pas mettre l'application en plein écran lors des quiz afin de pouvoir répondre. Vous pouvez régler le plein écran ou l'écran ici. Euh, c'est bon, votre café thé est à côté de vous. Moi, j'ai le mien. Vous êtes prêts? Eh bien alors, c'est parti. Alors, durant ce webinaire, nous allons approfondir ce qu'engendre la compression de l'air, d'où vient l'humidité, ses conséquences, les différents types de séchage de l'air comprimé, la filtration de l'air comprimé, les chutes de pression dans le réseau d'air comprimé. L'aspiration de l'air et sa compression se fait au travers du compresseur. L'air ainsi comprimé passe ensuite généralement par un refroidisseur, puis un réservoir, un ou des filtres et un sécheur. L'air traité et comprimé est distribué au travers de canalisations et de piquages dans la majorité des locaux de production. Il alimente enfin les machines et divers appareillages. Après l'utilisation de cet air comprimé et sa décompression vers les échappements, l'air est rejeté le moins pollué possible à l'atmosphère. Nous obtenons ainsi un cycle d'utilisation de l'air. L'élément de base étant l'air ambiant à pression atmosphérique, en fonction de l'endroit où nous nous trouvons, sa qualité due à l'environnement, sa densité et sa propreté sont très différentes. Nous allons détailler ensemble les incidences de celles-ci pour nos utilisations. Mais avant cela, à vos claviers pour un quiz de démarrage, attention à ne pas être en plein écran pour pouvoir y répondre. Vous avez 30 secondes pour répondre à cette question. Encore 10 secondes. Attention, terminé. Alors, dans le cadre d'une utilisation industrielle, pouvez-vous cocher les principaux éléments gênants pour l'utilisation de l'air? Les odeurs, gaz carboniques sont des gaz qui ne sont pas gênants dans nos applications industrielles. Seules les poussières et huiles, les microparticules d'hydrocarbures, sont gênantes. Découvrons ensemble vos réponses. Alors, il y a des couleurs. Les couleurs ne signifient rien. C'est juste pour mieux voir les réponses. OK? Bon, vous êtes globalement d'accord avec moi. Ça tombe bien. On va préciser ensuite le pourquoi des réponses. Alors, l'air ambiant, avec ses particules solides, son humidité et ses huiles d'hydrocarbures, est aspiré par le compresseur. Puis, il est compressé dans celui-ci avec une forte augmentation de chaleur. En fonction de la technologie de réduction de volume que vous avez vu dans le module e-learning, cette chaleur peut être très importante, jusqu'à 200 degrés, et doit donc être traitée, abaissée pour nos utilisations.
Le compresseur génère aussi ses propres pollutions en hydrocarbures, l'huile usagée, des particules solides, des morceaux de métal, des joints, en fonction de sa vétusté. Bon, à la sortie du compresseur, nous nous retrouvons donc avec un air comprimé plus ou moins chaud et plus ou moins chargé de particules solides, humides et huileuses, qu'on appelait condensat, nuisibles pour nos applications industrielles. Alors comment allons-nous faire pour utiliser notre air comprimé? Avant d'aller plus loin, je dois vous parler des 3 états de la matière, nous permettant d'aborder une notion très importante dans le traitement de l'air, l'humidité. Les 3 états de la matière sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Le passage d'un état à l'autre sont régis par des lois. Alors le passage de l'état solide à liquide est régi par la loi de la fusion, en inverse par la loi de la solidification. Le passage de l'état liquide à gazeux est régi par la loi de la vaporisation. Cette vaporisation peut s'effectuer sous 2 formes. La première forme est par ébullition. La vaporisation d'un liquide s'effectue avec formation de bulles au sein de celui-ci. Sous une même pression, un liquide commence à bouillir à la même température, mais si la pression varie, sa température d'ébullition varie. Par exemple, la température d'ébullition de l'eau est à 1 bar absolu, soit la pression atmosphérique au niveau de la mer, ce qui est le cas ici parce que je suis en Bretagne, tout près de la mer, 100 degrés. À 5 bars, il faudra 151 degrés pour faire bouillir de l'eau. Et à 10 millibars, seulement 6,7 degrés suffisent pour faire bouillir de l'eau. Donc, comme on l'a vu dans le module précédent, la pression atmosphérique diminue en fonction de la hauteur. Donc, pour faire cuire ces nouilles dans de l'eau bouillante au niveau de la mer, l'eau doit atteindre 100 degrés. Par contre, en montagne, à 3000 mètres, 89,4 degrés suffit pour faire bouillir de l'eau. Donc, vos nouilles cuiront moins vite en montagne. La deuxième forme de vaporisation est par évaporation. C'est-à-dire avec une formation de vapeur à la surface de ce liquide valable quelle que soit la température. Cette évaporation est d'autant plus rapide que sa température est élevée, la surface libre du liquide est grande et l'atmosphère est sèche et renouvelée. Par exemple, un aquarium qui se vide tout seul, une flaque d'eau qui s'évapore. Il existe 2 autres lois particulières. Le passage directement de l'état solide à gazeux sans passer par la phase liquide, elle est régie par les lois de la sublimation. Et en inverse, le passage direct de l'état gazeux à l'état solide s'appelle la condensation ou cristallisation. Enfin, le phénomène qui nous concerne le plus en pneumatique, c'est le passage de l'état gazeux à liquide, qui est régi par la loi de la condensation ou liquéfaction. On obtient la condensation d'un gaz par 2 moyens. Par compression, la plupart des gaz peuvent être liquéfiés sous l'action d'une pression croissante jusqu'à une limite physique appelée pression de saturation. Technique employée dans les compresseurs de vos frigidaires et dans certains appareils de traitement d'air que nous verrons un peu plus tard, où nous allons utiliser la condensation et la vaporisation. Le deuxième moyen est la condensation par refroidissement. L'abaissement de la température d'un volume d'air contenant de l'eau sous forme de vapeur provoque sa condensation, sa transformation en liquide. Phénomène très important que nous allons détailler dans un autre chapitre. Ce qu'il faut retenir de ce que nous venons de voir, les particules solides, liquides et gazeuses, représentant aussi les 3 états de la matière, présentes dans l'air, comprimées, sont nuisibles pour nos applications et doivent être traitées. Elles sont appelées les condensats. La chaleur de l'air comprimé en sortie de compresseur doit être maîtrisée et abaissée tout en faisant attention à la condensation, c'est-à-dire à la transformation de la vapeur d'eau en eau par l'abaissement de la température. La chaleur émise par le compresseur peut permettre de chauffer un circuit d'eau, peut-être une bonne astuce avec une tuyauterie en forme de serpentin, par exemple, dans laquelle circule de l'eau froide, qui au contact de la chaleur dégagée en sortie de compresseur se réchauffe, permettant d'obtenir de l'eau chaude, une chaudière en quelque sorte sans apport d'énergie externe et donc des économies d'énergie en perspective. C'est ainsi que se termine ce chapitre d'introduction. Vous avez maintenant la possibilité de poser quelques questions, à moins que vous l'ayez déjà posé, Eric.
des questions peut-être? Eh bien oui, alors quelques questions. Une première concernant les odeurs dans l'air comprimé. Donc on a vu qu'il n'était pas nécessaire de la retirer en général, mais est-ce qu'il y a des cas d'application où on retire les odeurs? Alors effectivement, on retrouve ces applications-là surtout en agroalimentaire, où on va utiliser l'air comprimé pour souffler sur, par exemple, des produits. Donc là, il est bien sûr inconcevable d'avoir des odeurs d'huile dessus. Donc on va mettre un élément un particulier qu'on appelle un filtre à charbon actif qui va nous retirer toutes les odeurs. Ça pourrait être aussi le cas pour éviter d'avoir des odeurs lors des échappements d'air comprimé dans une pièce pour les opérateurs ou opératrices qui se trouveraient dans cette pièce. D'accord. Une autre- Alors, une autre question qui concerne justement la température en sortie de compresseur. Donc on a vu qu'il fallait refroidir. Qu'est-ce qui se passe si on ne refroidissait pas justement l'air en sortie de compresseur? Alors effectivement, si on ne refroidit pas l'air en sortie de compresseur, l'air étant à 200 degrés, vous imaginez bien que de l'air comprimé à 200 degrés qui arriverait dans nos actionneurs, dans notre matériel, qui n'étant pas prévu pour ça, vous avez de la graisse à l'intérieur, vous avez des joints en NBR, donc qui sont ces petits joints noirs que vous avez sur tout l'appareillage pneumatique. Eux ne résistent pas, résistent à des températures de entre 60 et 70 degrés, voire 80. Avec une température d'air à 200 degrés, vous allez détériorer les joints et en plus vous allez liquéfier la graisse qui va se mettre à couler. Donc vous allez en gros détruire votre matériel. Donc il est pour ça qu'il est impératif et nécessaire de baisser la température. D'accord. Autre Eh question? bien, c'est très clair. Non, pas d'autres questions pour l'instant. On peut Ça continuer. marche. Parfait. Donc ben, ce que je vous propose, c'est de passer au clavier pour un nouveau quiz. Attention de ne pas être encore une fois en plein écran pour pouvoir répondre à ce quiz. Vous avez comme tout à l'heure 30 secondes pour répondre à cette question. Plus que 10 secondes. Je sais, c'est court. Top, c'est terminé. Alors, bah, il faut tout éliminer ou réduire fortement, à part la pression. Ah, vous avez vu dans le module précédent que la pression nous sert à créer l'effort dans nos actionneurs. Donc, elle doit être absolument conservée. Découvrons ensemble vos réponses. Je vous rappelle que les couleurs ne signifient pas les bonnes réponses. Bah, écoutez, félicitations, vous avez trouvé les bonnes réponses et vous avez bien gardé la pression. Parfait, c'est génial. Donc, détaillons ensemble maintenant une partie des condensats que l'on retrouve fréquemment dans vos lieux de production, c'est-à-dire l'humidité. Un air sec est capable de piéger de la vapeur d'eau. D'accord, mais combien de vapeur d'eau? Ben, un air chaud, beaucoup. Il possède une grande capacité d'absorption de vapeur d'eau, un peu comme une éponge sèche. Un air froid, très peu. Il possède une petite capacité d'absorption de vapeur d'eau, un peu comme une éponge cette fois gorgée d'eau. Donc en fonction de la température de l'air, cette capacité d'absorption de vapeur d'eau est donc très variable. À une température donnée, par exemple, si cette capacité maximum d'absorption est atteinte, comme une éponge pleine d'eau, l'air contient une quantité de vapeur dite saturante de 100%. Usuellement, elle est désignée comme l'humidité relative en pourcentage. Dans notre exemple, nous avons donc une humidité relative de 100%. En cas d'apport de vapeur d'eau supplémentaire, celle-ci se condensera automatiquement sous forme de gouttelettes ou de brouillard. Nous définissions ces points de saturation en fonction des diverses températures à l'aide d'une courbe dans un graphique. Ces différents points formant la courbe sont appelés les points de rosée en degrés Celsius.
Nous allons revoir cette notion dans quelques instants. À la place de l'humidité relative en pourcentage, nous pouvons aussi mesurer la masse d'eau contenue dans la vapeur d'eau, dans un volume donné. Comme si je prenais notre éponge saturée d'eau avec laquelle je récupère l'eau en la pressant et dont je relève sa masse en kilos. La valeur d'humidité relative de l'air prend alors le nom d'humidité absolue et est exprimée en grammes par mètre cube ou en grammes dans un mètre cube. Attention, ne confondez pas l'humidité relative en pourcentage et l'humidité absolue en grammes par mètre cube, qui va essentiellement nous servir pour qualifier la quantité d'eau à évacuer lors du refroidissement de l'air. Bon, voyons ça, on va revoir tout cela dans un graphique, mais avant, on prend une gorgée de café, un thé, on se concentre sur les notions un peu plus complexes qui arrivent maintenant. Donc en horizontal, nous avons la température de l'air. En vertical, nous avons l'humidité absolue en grammes par mètre cube. La courbe de saturation ou courbe à 100% d'humidité relative, réalisée à l'aide des divers points de rosée, est la courbe qui indique pour chaque température la quantité maximale d'eau que peut accueillir un mètre cube d'air sous forme de vapeur. Je vous la trace ici en rouge. Si nous sommes au-dessus de cette courbe 100%, on aura de l'eau ou du brouillard. Si on est en dessous, on aura de l'air plus ou moins humide qui sont tracés par des courbes de 10% en 10% d'humidité relative. Par exemple, pour une température ambiante de 20 degrés et un point de rosée à pression atmosphérique à 20 degrés, la courbe indique que la masse d'eau admissible par l'air en saturation est à peu près de 15 grammes. Alors, tout gramme supplémentaire sera forcément ajouté sous forme de gouttelettes d'eau condensée. Nous pouvons ainsi trouver tous les points de rosée en fonction de la température et l'humidité relative de l'air, appelée aussi l'hygrométrie de l'air. Exemple, pour un air à 25 degrés, 60% d'hygrométrie, le point de rosée est à 17 degrés. Donc la vapeur d'eau d'une salle de bain à 25 degrés se condensera au contact d'un air ou d'un objet d'une température de 17 degrés, comme votre miroir. Un autre exemple, en hiver, la buée au contact des fenêtres à simple vitrage, ou comme tous les porteurs de lunettes en hiver, au moment où ils entrent dans un local d'habitation le savent bien, eh bien, il faudra essuyer les lunettes et les verres. Un point particulier pour l'air comprimé qui contient des mètres cubes compressés, donc un nombre de grammes d'eau au final plus important. Nous allons utiliser le point de rosée sous pression pour déterminer le matériel de séchage. C'était pas bien méchant. Vous voyez, le café était nécessaire quand même. En industrie, la différence de température de l'air comprimé dans les canalisations et à l'extérieur peut provoquer la récupération d'eau dans les circuits de distribution d'air comprimé de façon importante et endommager gravement le matériel. Bon, pour éviter cela, nous allons refroidir l'air comprimé entre 3 degrés et 10 degrés et parfois jusqu'à moins 40 afin de limiter ce phénomène. Par exemple, prenons une température d'air comprimé dans une canalisation à 10 degrés. Cette canalisation passe en extérieur où la température ambiante est de 3 degrés, provoquant la transformation dans la canalisation de la vapeur d'eau en eau. Alors comment allons-nous refroidir notre air après la sortie du compresseur? En nous rappelant que la capacité de l'air comprimé à absorber de la vapeur d'eau va diminuer, provoquant obligatoirement le rejet d'eau physique en se condensant. Ce refroidissement est souvent fait en deux temps. Un refroidissement léger en passant dans un refroidisseur ou un échangeur de chaleur, puis un refroidissement important en passant par un sécheur. Les sécheurs d'air en été ou en hiver sont sollicités différemment, car ils devront évacuer beaucoup plus d'eau en été qu'en hiver, dû à la quantité de vapeur d'eau plus importante contenue dans l'air quand il fait chaud. Donc, ce qu'il faut retenir de ce que nous venons de voir, plus l'air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau. Son point de saturation s'appelle le point de rosée et dépend de l'hygrométrie, de l'air et de sa température. L'humidité relative s'exprime en pourcentage, l'humidité absolue
en grammes par mètre cube. Il faut utiliser un refroidisseur puis un sécheur pour traiter le condensat de l'eau. Pour la détermination du matériel de refroidissement, nous utilisons le point de rosée sous pression. Prévoir un appareillage spécial appelé séparateur d'eau en tête d'installation pour du matériel sensible en cas de panne du sécheur est un truc intéressant. En cas de panne du sécheur, de l'eau va se retrouver dans les canalisations en mélangeant tous les condensats qui vont se retrouver à l'entrée de vos machines. Sur des installations sensibles, en préventif, je vous conseille d'installer cet appareil de traitement spécial qui permet d'éliminer 99% de l'eau en protégeant vos matériels. C'est ainsi que se termine ce chapitre humidité. Vous avez maintenant quelques instants pour poser vos questions, mais peut-être y en a-t-il, Eric? Tout à fait. Alors, déjà une première question sur, donc on a vu que l'air chaud pouvait contenir plus d'eau que l'air froid. Donc, est-ce qu'il y a une influence des saisons entre l'été et l'hiver sur la qualité de l'air? Alors, sur la qualité de l'air dans votre l'air comprimé ou de l'air comprimé? C'était Dans l'air peut-être pas bien comprimé, la dans question. l'air comprimé, Dans ouais. l'air comprimé. Je pense, Ouais, hein, ouais. effectivement. Donc, si vous avez un bon sécheur bien dimensionné, vous n'aurez pas de variation de qualité d'air. Par contre, effectivement, le sécheur va devoir évacuer beaucoup plus d'eau en été, donc le groupe froid va tourner beaucoup plus et va consommer plus d'énergie qu'en hiver. Effectivement, donc vous allez avoir entre l'hiver et l'été une variation de la consommation d'énergie du sécheur. D'accord. Et donc une autre question, si donc mon entreprise exporte des machines dans des zones tropicales, par exemple, au niveau de la qualité de l'air, il va falloir du matériel spécifique pour ces zones tropicales? Alors effectivement, dans les zones tropicales, le point de rosée, enfin, la température de l'air ambiante étant beaucoup plus haute que chez nous, en Europe, on ne va pas avoir des points de rosée. Il n'est pas nécessaire de descendre à 3 degrés au niveau du point de rosée. Donc vous allez avoir dans ces sécheurs des points de rosée des niveaux de points de rosée qui vont être beaucoup plus hauts, adaptés au pays. Ce qui peut être aussi utilisé dans ces pays-là, c'est tout ce qui est électrique. Vous avez au niveau des bobines électriques qu'on appelle une tropicalisation des bobines, c'est-à-dire un vernis qui va être mis autour des bobines pour éviter les moisissures dessus. D'accord. Merci. Bah écoute, c'est tout pour l'instant. Ça marche, Eric. Bien, bah, vous connaissez maintenant la procédure, donc à vos claviers pour un nouveau quiz. Attention toujours à ne pas être en plein écran pour pouvoir y répondre. Vous avez bien sûr 30 secondes, comme d'habitude, pour pouvoir y répondre. Encore 10 secondes et c'est terminé. Comment abaisser la température de l'air comprimé en sortie de compresseur? Bien sûr, avec un bac à glaçons. Évidemment que non. Les pauvres services maintenant, sinon. Avec un refroidisseur, bien sûr, et avec un sécheur. Ce sont les deux seuls matériels pour abaisser la température de l'air comprimé en sortie de compresseur. Partageons, découvrons ensemble vos réponses en vous rappelant que les couleurs ne font pas office. Alors, il y a aussi un radiateur. Alors, un radiateur, ce que va faire un radiateur, il va monter la température de l'air. Effectivement, en montant la température de l'air, il va avoir une plus grande capacité, comme vous l'avez très bien compris, à absorber de la vapeur d'eau. Donc, on va dire que ça peut sécher l'air, sauf que qu'est-ce qu'on en fait? Et si la température est trop importante, à un moment, il va falloir la descendre. Donc on ne va pas sécher l'air et on ne va pas, surtout pas abaisser la température de l'air comme ce qui était demandé. On va plutôt augmenter la température de l'air. Très bien, bah maintenant détaillons les principes de fonctionnement de ces deux appareils qui sont le refroidisseur et le sécheur essentiels dans le traitement de l'air comprimé.
L'air entrant, il refroidit une première fois dans un échangeur RR ou RO qui permet, grâce aux échanges thermiques, de condenser 70% de la vapeur d'eau en condensant, en condensat et évacué par la purge manuelle ou automatique. La baisse de température de l'air comprimé dépend soit de la température extérieure, dans le cas d'un échangeur RR, soit de la température de l'eau, qui est souvent un réseau d'eau glacée dans les entreprises, pour un échangeur RO. Donc, le contrôle de la température de refroidissement de l'air comprimé est aléatoire et ne permet pas d'atteindre des niveaux de température très bas. Donc, il faut utiliser un second étage de refroidissement plus performant avec un seuil de température maîtrisé. Il est réalisé grâce à un appareil appelé le sécheur que nous allons détailler maintenant. Il existe deux grands principes de séchage dans l'industrie. Le premier par l'abaissement de la température à l'aide d'un groupe froid, comme votre frigo, le sécheur frigorifique. Son point de rosée sous pression atteignable va jusqu'à 3 degrés. C'est la technologie la plus utilisée en industrie, sauf dans le secteur agroalimentaire qui utilise la deuxième technologie par absorption avec des points de rosée atteignables de moins 20 à moins 40%. Donc détaillons ensemble le principe de fonctionnement tout d'abord du sécheur frigorifique. Voilà, ça me paraît très très compliqué tout ça. Pas de panique, pas de panique. Je détaille tout ça en douceur. Alors, deux circuits principaux composent un sécheur. Un pour le séchage de l'air comprimé en bleu, euh, voilà. L'autre nous servant à produire du froid en rouge. Donc, étudions d'abord le circuit bleu, séchage de l'air comprimé, que je vous ai agrandi ici. L'air humide et très chaud, donc venant du compresseur d'air comprimé, entre dans le sécheur au travers du réchauffeur. Puis il passe dans le refroidisseur, provoquant sa baisse de température par échange de calories avec le circuit réfrigérant que nous allons détailler dans quelques instants. Cette baisse de température de l'air chaud provoque, comme nous venons de le voir, un abaissement du point de rosée et donc une grande condensation d'eau qui est évacuée par le séparateur de condensat vers l'extérieur. Le flux d'air refroidi et déshumidifié avec un point de rosée sous pression contrôlée, généralement donc entre 3 et 10 degrés, passe ensuite de nouveau dans le réchauffeur en échangeant à nouveau des calories avec l'air entrant. Il se réchauffe donc, puis sort du sécheur, prêt à être utilisé. La température de sortie dépend de la chaleur récupérée dans le réchauffeur et ne peut être régulée. Il existe une version spéciale de sécheur qu'on dit air froid, où l'air déshumidifié ne passe plus en phase finale au travers du réchauffeur. Donc voilà pour le premier circuit. Voyons maintenant le circuit de refroidissement, le circuit rouge. Pour refroidir l'air, nous utilisons la même technologie que les frigoristes, le réfrigérateur. Le cœur du système est le compresseur ou le réfrigérateur qui transforme un gaz réfrigérant de basse pression, représenté en bleu, en haute pression, représenté en orange, en créant une différence de pression. Comme vous l'avez vu dans le module précédent, nous créons un débit. Eh oui, différence de pression, débit, ou la circulation du fluide, un peu comme un corps humain finalement. Je vous ai mis un petit cœur sur le compresseur. Le gaz, donc haute pression sortant du compresseur, arrive dans le condenseur, où il est refroidi progressivement, aidé par l'air pulsé, provoqué par le ventilateur, transformant le gaz en liquide, en se condensant, tout en maintenant la haute pression. Puis il passe dans le tube capillaire ou détendeur, provoquant rapidement une baisse de température du liquide avec un refroidissement important. Le liquide très froid sortant du tube capillaire passe ensuite dans l'évaporateur ou refroidisseur où il capte les calories de l'air chaud provenant du compresseur d'air comprimé que l'on vient de détailler. Cela provoque le réchauffement du liquide de refroidissement et son évaporation en se transformant en gaz. Puis c'est le retour vers le compresseur. Donc nous avons là aussi un cycle de transformation de gaz en liquide et de liquide en gaz. C'est simple.
Et comme ça, vous savez comment fonctionne votre frigo. Le deuxième principe de séchage est par adsorption. L'air comprimé sortant du compresseur traverse un réservoir contenant un agent adsorbant. La vapeur d'eau se fixe ou se fige à l'agent absorbant. L'air comprimé est alors séché et ressort pour l'utilisation. Après un certain temps, l'agent adsorbant devient saturé et doit être régénéré dans le but d'en extraire l'eau. Le principe de génération le plus utilisé est la régénération sans chaleur, dans laquelle un débit d'air de rinçage est prélevé à la sortie du sécheur, puisque c'est de l'air sec, et injecté dans le deuxième réservoir, permettant la diminution de l'humidité de l'agent adsorbant. Puis, il est évacué à l'atmosphère. Le débit utile pour les installations est donc diminué de cet air de rinçage. Afin de pouvoir assurer l'alimentation du réseau d'air de manière continue, ce type de sécheur possède donc deux réservoirs fonctionnant en alternance. Un fonctionne en phase d'absorption, l'autre en phase de régénération, et vice-versa. Le point de rosée peut atteindre -40. Inconvénient mais incontournable, l'agent adsorbant doit être remplacé annuellement en fonction de sa fréquence d'utilisation. Donc, vous allez trouver les sécheurs dans le local compresseur en production, mais aussi à l'entrée d'une alimentation d'une ligne de production ou même à l'entrée d'une machine sensible. Pour les sécheurs d'air par réfrigération, les points de rosée sous pression sont indiqués de 3, 7 et 10 degrés avec leur capacité de débit correspondant. Vous avez remarqué, car vous êtes des observateurs aguerris, que plus le point de rosée est haut, plus le débit possible est important. Je vous ai mis son symbole. Donc, ce qu'il faut retenir de ce que nous venons de voir, pour traiter la vapeur d'eau dans l'air, il faut utiliser un sécheur frigorifique ou à adsorption en fonction de l'industrie et des conditions d'utilisation de l'air comprimé. Les points de rosée possibles sous pression sont de 3 à 10 degrés en standard sur les sécheurs frigorifiques et de -20 à -40 sur les sécheurs à adsorption. Ce sont des éléments clés et essentiels dans la production d'un air comprimé de qualité. Vérifier périodiquement le fonctionnement du sécheur par l'inspection de son thermomètre d'évaporation est une astuce à retenir pour garantir le point de rosée. La température du réfrigérant ou évaporation doit être dans la zone verte sur le manomètre en façade du sécheur ou autre en fonction du fabricant. La température ambiante, la grille de ventilation obstruée ou une température d'air comprimé d'entrée trop importante peuvent provoquer un dépassement de la zone. C'est ainsi que se termine ce chapitre sécheur. Vous avez maintenant quelques instants pour poser vos questions à notre collaborateur et intermittent du spectacle. On ne le paye pas cher. Eric, y a-t-il des questions? Alors, il y a quelques questions, effectivement. Une première concernant la maintenance. Donc, on a vu que sur les sécheurs par absorption, il fallait remplacer la matière qui se trouve à l'intérieur régulièrement. Et qu'est-ce qu'il en est pour les sécheurs frigorifiques? Alors effectivement, pour les sécheurs frigorifiques, il y a moins de maintenance que pour les sécheurs à adsorption. La seule chose qu'il faut vérifier sur les sécheurs, c'est effectivement le filtre que l'on va mettre sur la grille de ventilation. Vous avez vu qu'il y a un ventilateur qui vient refroidir un radiateur. Donc souvent, vous avez un filtre là, donc à regarder s'il n'est pas obstrué. Et puis ensuite, dès que vous n'êtes plus dans la zone verte, hein, c'est qu'il y a un souci, peut-être qu'il y a un souci sur le réfrigérant qui peut perdre de la pression. Il peut y avoir une micro-fuite, par exemple. Donc, tout comme une climatisation dans une voiture, régulièrement, il faut venir changer ce réfrigérant, donc avec un personnel, bien sûr, soit un frigoriste, soit un personnel qui a les habilitations pour pouvoir changer ce gaz. Mais il est prévu un clapet sur les sécheurs pour pouvoir intervenir et changer ce gaz. On n'est pas obligé de changer complètement le sécheur, bien sûr. D'accord, très clair. Et une autre question concernant l'eau, les condensats que l'on va récupérer en sortie de refroidisseur ou de sécheur. Qu'est-ce que l'on peut faire de ce liquide? Est-ce qu'on le rejette directement à l'égout? Qu'est-ce qu'on fait?
Non, alors effectivement, les condensats, on va bien sûr pas les rejeter à l'égout. Ils vont être redirigés vers la station de retraitement des eaux de l'entreprise dessus. Il existe aussi des séparateurs de condensats hein, qui vont permettre, où vous allez rentrer avec ces condensats à l'intérieur et cet appareil va séparer l'eau, l'huile. Et on peut déjà faire un pré-traitement, ce qui va soulager un peu la station de retraitement des eaux. D'accord, très bien. Et ben c'est tout pour l'instant. Pas d'autres questions. Ça marche. Bien, allez à vos claviers pour un nouveau quiz que je vous envoie tout de suite. Bien sûr, 30 secondes. Plus que 10 secondes. C'est terminé. Donc, comment supprimer les impuretés de l'air comprimé? Bah, bien sûr, avec un filtre et avec un sécheur. Euh, les autres surpression, non. Et avec un compresseur, bien sûr, non. Donc, on va partager. Je vous rappelle que les couleurs ne représentent pas forcément les bonnes réponses. Mais là, vous avez tous réussi à trouver comment supprimer les impuretés de l'air comprimé. Euh, Pour l'eau, on vient d'apporter la solution avec le sécheur. Bah, pour le reste, on va détailler ça maintenant. Pour l'alimentation de certaines zones plus sensibles de la production, un degré de filtration peut être demandé, de façon à obtenir un air de meilleure qualité. Alors, deux grandes applications de ces filtres. Pour le local production de l'air comprimé, le local compresseur, donc gros débit, je vous les ai pointés en rouge. Voilà. Pour l'alimentation des moyens de production, je vous les ai pointés en vert. On ne va pas utiliser la même technologie de filtre dans ces deux utilisations. Nous détaillons la partie production maintenant et la partie utilisation dans le module suivant, ayant pour thème la préparation de l'air comprimé sur la machine cette fois. Nous parlons de filtre, ok, mais avec quel niveau ou quel degré de filtration? Alors tout d'abord, prenons une échelle de mesure. Une fourmi mesure environ 1 cm, un grain de sable 1 millimètre, un cheveu 50 à 100 microns, une globule rouge ou une particule de fumée de 8 à 4 microns, et enfin un virus, très à la mode, 0,07 microns. Dans le monde industriel, notre plage de filtration, nous, se situe entre 30 et 0,01 microns. Donc l'unité de filtration utilisée pour l'air comprimé ou degré de filtration est le micron, réalisé grâce à des cartouches filtrantes. Dans le local compresseur, où nous avons besoin de gros débits d'air comprimé, nous utilisons des filtres avec des cartouches où l'air chemine de l'intérieur de la cartouche vers l'extérieur, souvent avec un élément plissé, comme sur la présentation centrale, pour augmenter la surface de passage de l'air comprimé, pour faire passer le débit. La pression applicable va jusqu'à 1,6 mégapascal et ce type de filtre propose un débit allant jusqu'à 14,5 mètres cubes par minute ou 14 500 litres par minute chez SMC. Une batterie de filtres avec des cartouches filtrantes de 1 à 0,01 micron peuvent être installées. Leur nombre dépend de la qualité d'air souhaitée. Cette classe de pureté est régie par la norme ISO 85-73-1 que nous allons détailler maintenant. La qualité d'air comprimé est, suivant cette norme, classée en 3 catégories, représentées par des chiffres. Le premier chiffre représente des particules solides par mètre cube d'air comprimé, cadre rouge, classées de 0 à 9 en fonction de leur taille, de moins de 0,1 micron à supérieur à 5 microns, au-delà par leur masse en milligrammes. Le deuxième chiffre représente l'humidité et la quantité d'eau liquide cadre vert, toujours classé de 0 à 9 en fonction de l'humidité qualifiée par le point de rosée sous pression, puis la masse d'eau en grammes par mètre cube.
Et enfin, le troisième chiffre représenté par le cadre bleu représente la concentration en huile, en grammes par mètre cube, avec le même classement de 0 à 9 en fonction de la quantité d'huile trouvée. Donc on peut faire un exemple pour trouvons la qualité d'un air comprimé avec une classe de pureté de 4, 6, 2, 4 pour les particules solides, 6 pour les particules d'eau et d'humidité, et le dernier, le 2, pour les particules d'huile. Certains fabricants de matériel imposent, pour garantir leur fabrication, une classe de pureté pour l'air comprimé, exprimée comme cela. La chute de pression admissible entre l'entrée et la sortie est généralement de 0,05 mégapascal et varie en fonction des constructeurs. Elle est contrôlée et indiquée par le déplacement d'une aiguille, passant d'une zone verte à rouge, par un voyant, quand le seuil est dépassé, le voyant monte, ou encore automatiquement avec un appareillage numérique qui va contrôler la pression d'entrée et la pression de sortie, la différence entre les deux, et va déclencher quelque chose quand le seuil va être dépassé. Je vous indique le symbole représentant le filtre principal. Ce qu'il faut retenir de ce que nous venons de voir est qu'il est obligatoire d'utiliser un ou des filtres entre 30 et 1 micron en standard pour pouvoir utiliser l'air comprimé. Le filtre contient un matériel consommable, la cartouche filtrante, avec son degré de filtration qu'il faut changer régulièrement afin d'assurer la qualité d'air requise ainsi que le débit nécessaire à l'utilisation. La qualité d'air comprimé est normée par l'ISO 85731 à l'aide de 3 chiffres allant de 0 à 9 en indiquant les quantités de particules solides, liquides et huileuses restant dans l'air comprimé après traitement. Pensez à remplacer les cartouches des filtres au moins tous les 2 ans pour faire des économies d'énergie. C'est un bon truc pour faire des économies d'énergie et éviter les pannes machines. Une augmentation de la différence de pression entre sortie et l'entrée par l'accroissement de l'encrassement de la cartouche entraîne une surconsommation d'énergie. Plus 0,1 mégapascal donne plus 7% de consommation d'électricité. En moyenne, 85% des pannes sur les installations pneumatiques sont dues à la mauvaise qualité d'air. C'est ainsi que se termine ce chapitre préparation de l'air comprimé. Vous avez maintenant quelques instants pour poser vos questions. Eric, y a-t-il déjà des questions? Peut-être? Eh bien oui, tout à fait. Alors, une première question, pour savoir s'il y a un moyen de connaître la classe de qualité de son réseau d'air comprimé dans une usine, comment le déterminer? Eh ben, pour déterminer la classe effectivement de la qualité d'air comprimé de son usine suivant la norme, bah, la seule solution est de faire un prélèvement d'air comprimé que l'on va envoyer en laboratoire. D'ailleurs, on fait plusieurs prélèvements vers le local compresseur, peut-être plus à l'opposé au niveau du réseau. Et le laboratoire va vous faire une analyse et va vous donner le nombre de particules solides, liquides et huileuses, ce qui va vous permettre de qualifier votre air comprimé. C'est la seule solution. Voilà, Eric. D'accord, très bien, OK. Et une autre question, dans le cas donc d'un filtre, si on l'a mal dimensionné ou si on n'a pas choisi la bonne cartouche, de filtre, bah, quelles sont les conséquences sur le réseau, sur les machines en aval? Alors, bah, deux cas possibles. Soit on a le cas où on a mis une cartouche avec un degré de filtration très petit, 0,01 micron, qui est très très fin, sans mettre d'autres filtres avant. Bah, vous allez avoir un colmatage de la cartouche extrêmement rapidement. Quand je vous dis rapidement, ça peut être dans la journée, suivant l'état du réseau. Donc, il va falloir procéder par palier. Donc, on va faire peut-être du 20 microns, après du 1 micron, du 0,3 micron, ensuite du 0,01 micron. Donc ça peut être la conséquence. De l'autre côté, si on choisit par chance un 30 microns, bah écoutez, vous aurez un air de qualité à 30 microns. Par contre, si derrière vous utilisez l'air comprimé, par exemple, pour faire de la peinture,
Donc, dans le cas de peinture, vous allez vous retrouver avec sur la peinture des granulés. Donc, plutôt que d'avoir un aspect très très lisse, vous allez avoir un aspect granulé, car dans la peinture, il va falloir utiliser des cartouches filtrantes beaucoup plus fines, puisque là, on va plutôt être dans le submicronique, c'est-à-dire en 0,01 micron, que le 30 microns. Voilà rapidement les deux conséquences d'un choix d'une mauvaise cartouche. De toute façon, en fonction des applications, c'est bien en fonction des applications qu'on va choisir le degré de filtration. Mais le standard étant 30 microns, voire 1 micron, puisque maintenant les filtres standards filtrent en 1 micron. D'accord, très bien. Eh bien, c'est tout pour le moment. Pas d'autres questions. Ça marche. Bon, je vous sens motivé pour faire un nouveau quiz. Donc, c'est pour ça que je vous en propose un. C'est l'avant-dernier. C'est parti. Vous avez 30 secondes pour répondre à cette merveilleuse question. C'est même le dernier. Allez, encore 10 secondes. J'ai tout terminé. Pas fini. Alors, quelle était la bonne réponse? Quel élément provoque des pertes de charge? Un filtre, un tube d'alimentation pneumatique, un compresseur, une canalisation coudée. Écoutez, seul le compresseur ne provoque pas de perte de charge ou tube de pression, car c'est le générateur de la pression d'air comprimé. Une canalisation ou un tube d'alimentation en air comprimé provoque, dû à sa longueur, son diamètre, des chutes de pression qui peuvent, dans certains cas, être très importantes. C'est le cas aussi pour une canalisation coudée qui va ralentir la circulation de l'air. Bon, allez, on découvre ensemble vos réponses. Je vous rappelle que les couleurs ne représentent pas les bonnes réponses. Donc, effectivement, vous avez tous coché les éléments qui provoquent les pertes de charge. C'est parfait. Merci, merci à vous. On va regarder ensemble ces notions avec des exemples. On a simulé avec notre logiciel Energy Saving, qui est disponible d'ailleurs gratuitement en ligne sur notre site SMC France, un réseau d'air comprimé ouvert, ou dit en arête de poisson. L'arrivée en pression en 0,7 mégapascal se fait par le carré bleu là en haut à gauche, puis la distribution se fait au travers des tronçons de tubes de 10 mètres et de diamètre intérieur de 40 mm. Ce sont les flèches bleues. Nous ajoutons des piquages de 3 mètres et de diamètre 15 mm, les flèches rouges, avec une consommation machine de 2000 litres à chaque point. On observe une chute de pression progressive, allant de 0,7 mégapascal à 0,6 mégapascal. Donc, on a une perte de 0,1 mégapascal à l'extrémité de la canalisation principale. Et donc, plus la machine sera éloignée de l'entrée d'air, plus elle sera sujet aux variations et pertes. Donc, en conditions réelles, il faut ajouter à cela une variation du réseau due aux consommations des fuites, des soufflages d'air connectés en direct sur la canalisation principale qui entraînent des variations beaucoup plus importantes. Donc, une optimisation du réseau avec l'étude de l'utilisation de l'air est indispensable dans une action d'économie d'énergie. Donc, par exemple, comment allons-nous optimiser notre réseau théorique? Écoutez, on va rajouter deux tronçons de 10 mètres et de diamètre 40 mm permettant de fermer ou boucler l'installation de distribution d'air. D'ailleurs, ce type de réseau est appelé bouclé ou en anneau. Donc, nous pouvons observer immédiatement son effet avec une stabilisation de la pression dans tout le réseau de distribution d'air comprimé. La pression d'alimentation carré bleu de 0,7 mégapascal chute entre 0,65 et 0,64 aux divers points de piquage, soit 0,06 mégapascal par rapport au 0,1 du réseau précédent. Bon, ce type de réseau bouclé est toujours à privilégier puisqu'il permet de garantir au point le plus éloigné de la salle de production de l'air comprimé une pression supérieure et stable par rapport au réseau précédent. Bon, il peut être judicieux, dans le cas de grandes installations, de décentraliser la production d'air comprimé en la répartissant autour du réseau en fonction des consommations nécessaires.
Une variation correcte de pression d'air comprimé dans un réseau doit être dans une plage de plus ou moins 0,05 mégapascal. Rappelons-nous que toute variation de pression donc, entraîne la modification des efforts sur les actionneurs des moyens de production et peut être nuisible pour nous. Donc, ce qu'il faut retenir de ce que venons de voir, c'est que le réseau d'air comprimé est générateur de perte de charge et ne doit pas être négligé. Un réseau bouclé est à privilégier. Toute variation de la pression entraîne une perte d'effort pour nos moyens de production. Évitez de monter en direct sur la canalisation de l'instrumentation, comme un débitmètre, par exemple, pouvant provoquer une restriction. C'est une astuce à appliquer, mais alors là, sans modération. Le montage d'instrumentation intrusif en direct sur la canalisation, comme sur la photo, est à éviter. Il faut prévoir un circuit parallèle appelé bypass, permettant, en cas de panne de l'appareil, de l'isoler du réseau pour intervenir. Cela aussi permet de ne pas créer de restrictions en limitant le débit, en créant une perte de charge sur la canalisation principale. C'est ainsi que se termine ce chapitre chute de pression. Y a-t-il des questions, mon ami Eric? Eh bien oui, une première question. Donc on a vu que sur un réseau, il était préférable de répartir les compresseurs en différents points pour équilibrer la pression. Mais pourtant, souvent dans les usines, on trouve les compresseurs dans une salle des compresseurs en un seul point. Alors pourquoi? Généralement, bon, il pourrait y avoir plusieurs réponses, mais généralement, toutes les usines ne sont pas neuves et effectivement, habituellement, on mettait la salle des compresseurs à un seul endroit pour faciliter déjà la maintenance. Au niveau des équipes maintenance, on a tout au même endroit, les sécheurs, les compresseurs, et puis d'autres aussi moyens Les de pompes? production, ouais, moyens de Mhm. production, de l'eau, etc., des pompes, des circuits de vide. Mais effectivement, il serait plus judicieux, si on peut, de pouvoir les répartir, alors peut-être un ou deux tout autour de l'usine, surtout quand on a des grands sites, afin comme on l'a vu, d'éviter les pertes de pression. À moins qu'évidemment, il faut aussi que le service maintenance derrière puisse intervenir sur ces différents points de production. D'accord. Et puis une autre question concernant les canalisations. On a vu qu'il y avait des pertes de charge en ligne. Est-ce que ça varie suivant la matière des canalisations? Parce que parfois on en voit en métal, d'autres en plastique. Est-ce que ça a une influence sur ces pertes de charge? Alors, il y a peu d'influence au niveau de la matière par rapport à la direction, je dirais, de la canalisation, avec des coudes, avec des variations de section, là on a une énorme influence. Là, on pourrait compléter la réponse en disant que je dirais, la rugosité interne des tubes, plus va être lisse, meilleur sera, puisque plus vous avez des aspérités, plus on peut créer des petites volutes à l'intérieur qui vont ralentir le passage de l'air comprimé. Bon, généralement quand même, les tubes sont lisses à l'intérieur en tube acier ou inox ou résine d'ailleurs maintenant. Donc, pas d'influence par rapport aux variations de diamètre où là, par contre, il faut y faire très attention. D'accord, très bien. C'est clair. Eh ben, il n'y a pas d'autres questions. Je te rends la main. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, merci d'avoir participé à ce webinaire pour aller plus loin dans la production de l'air comprimé et que maintenant vous sentez plus aguerri sur ce sujet. Je vous rappelle que vous allez recevoir juste après par mail une fiche synthèse de cette présentation vous permettant d'avoir un support écrit. Bon, vous nous laissez quand même un petit peu de temps. Rendez-vous pour notre prochaine session pour aller plus loin consacrée à la préparation cette fois de l'air comprimé mais sur la machine qui a lieu le 9 juillet à 10 heures ou à 16 heures. Pensez bien à vous inscrire à l'une ou l'autre, ou les deux si vous aimez tant que ça nous voir. Si vous voulez voir des produits en coupe, échanger avec nous sur des sujets vous concernant en direct, rendez-vous pour nos formations chez vous en présentiel. Renseignez-vous auprès de nos conseillers formation, Karine et Grégory, sur notre site SMC France, rubrique Formation Sensei, demande d'information. J'espère que vous avez passé un agréable webinaire. Si cela vous a plu, vous pouvez toujours mettre un commentaire sur notre réseau LinkedIn. Merci Eric pour ton assistance. Eh bien, merci Denis pour toutes ces explications. C'était très intéressant. Et merci à tous pour votre attention.
Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir, à bientôt.